Alors maintenant qu'on a défini proprement la matrice d'une application linéaire, qu'on a vu toutes les propriétés magnifiques de l'application matrice d'une application dans une base, les propriétés qui stabilisent les combinaisons linéaires, la composition, on va maintenant répondre à une question importante qu'on avait dégagée quasiment dès le début du cours. Effectivement, quand on avait calculé des matrices d'application linéaire, on s'était placé dans des bases différentes, pour l'espace de départ, pour l'espace d'arrivée, ou juste pour les endomorphismes en modifiant simplement la base dans laquelle on voit les applications linéaires. Et on s'était aperçu d'un fait, c'est que les coefficients de la matrice dépendent évidemment, ça paraissait assez naturel, du choix qui est fait sur l'application linéaire. Donc on avait dit que ce qui serait bien, et le temps est venu, c'est si on se donne des bases E, E', F, F' pour les espaces de départ et d'arrivée, d'essayer, si c'est possible, de faire un lien entre la matrice exprimée dans les bases sans prime et la matrice exprimée dans les bases primes. En gros, l'ancienne base, les nouvelles bases. Est-ce qu'il y a des formules permettant de passer d'une matrice à l'autre? Et plus généralement, on peut se poser la question de si un vecteur est exprimé dans une base donnée, est-ce qu'il existe des formules qui nous permettent de passer de la base E à la nouvelle base E'? Donc la question est d'ailleurs similaire, mais il s'agit de faire maintenant le chapitre du cours qui va nous permettre d'établir ces différentes formules qui vont être si importantes, puisque quand on aura défini la base dans laquelle les vecteurs s'expriment bien et les applications linéaires s'expriment bien, bah, il nous faut passer de l'ancienne base à la nouvelle base, et pour ça établir des formules fortes. Donc la première notion qu'on va étudier, c'est la notion de matrice de passage qui va nous permettre justement de faire le lien entre une nouvelle base et une ancienne base. Pour ces matrices de passage, il y a un parti pris qui a été choisi. C'est si on se donne E un cas espace vectoriel de dimension n, si on se donne deux bases de l'espace vectoriel E, donc la base dB et la base d'. Pour moi, la base dB, ça sera l'ancienne base, et la nouvelle base, je vais les noter avec des primes. Donc on appelle matrice de passage de B à B', ou de B vers B'. Le vocabulaire sera évidemment utilisé à cette fin. Il y a une volonté de transférer quelque part ce qui se passe dans une nouvelle base. Eh bien la matrice, n lignes, n colonnes à coefficient dans K, on va noter comme ça, matrice de passage de B vers B', ou AB', dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? C'est-à-dire que là, vraiment, c'est important de bien comprendre ce que signifie, dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Concrètement, ça, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous l'expliquer, et je vais vous donner de façon un peu plus concrète ce que c'est que cette matrice. Si je prends donc les vecteurs E1', etc. jusqu'à En', chaque vecteur E1', En' est un vecteur de E. En tant que vecteur de E, il se décompose dans la base B que l'on s'est donnée au départ. Donc je peux dire qu'il existe des coordonnées de ce vecteur dans la base B. Alors ces coordonnées, je vais les appeler P11, etc. jusqu'à Pn1. Ce sont des éléments dans K. Donc tel que le vecteur E1' s'exprime comme étant égal à P11 fois le vecteur E1 plus etc. jusqu'à Pn1 fois le vecteur En. J'ai dit 1, mais j'écris P. Voilà, donc là c'est P1, bien entendu. Ce qu'on a fait avec le vecteur E1', on peut bien sûr le faire avec le vecteur E2'. Là, je vais juste un peu moins écrire. Donc ce vecteur E2', on va regarder ses coordonnées dans la base B, etc. jusqu'au vecteur En'. On écrit ces coordonnées dans la base B qui sont P11, P1n, pardon, jusqu'à Pnn. Et pour calculer la fameuse matrice de passage de la base B vers la base B', qu'est-ce qu'on va faire? Un petit peu comme ce qu'on avait fait pour une application linéaire, on va exprimer quelles sont les coordonnées du vecteur E1', E2', etc. jusqu'à En' dans la base E1, E2, etc. En. Donc c'est le choix qui est fait quand on écrit la matrice de passage de B vers B', d'écrire les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Donc attention à l'ordre,
Parce qu'évidemment, on va voir que si vous permutez les deux bases ici, on va obtenir une autre matrice de passage, mais la matrice de passage de la base B' vers la base B. Donc attention à ne pas vous tromper, il y a quelque chose à apprendre ici, et ce qu'il y a à apprendre, c'est évidemment l'ordre dans lequel on installe les bases. Donc ici, on va récupérer P11, P21 jusqu'à Pn1, les coordonnées de ce vecteur dans cette base, et on continue comme ça pour écrire les différentes coordonnées. Alors on a numéroté les coordonnées, vous avez vu, de sorte à ce que ça corresponde à la numérotation classique dans les matrices, c'est-à-dire que le premier indice, c'est l'indice de la ligne, et le deuxième indice, c'est évidemment l'indice de la colonne. Donc voilà ce qu'on appellera la matrice de passage de la base B vers la base B'. Alors, commençons par un exercice qui a en tout point valeur d'exemple, qui va aussi nous permettre de remarquer certaines choses. Donc on se place dans le contexte suivant, on donne C la base canonique de R3, que je vais tout de suite noter E1, E2, E3. Donc je vous rappelle que la base canonique de R3, c'est la base qui est formée des vecteurs E1 dont les coordonnées sont 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, et E3, 0, 0, 1. Ça, c'est la base canonique de R3. Alors, on vous définit une autre famille de vecteurs, la famille UVW, et on vous demande de déterminer quelle est la matrice de passage de la base B vers la base C, et de la base C vers la base B, dans l'ordre dans lequel on choisirait de le faire. Alors, évidemment, déjà pour parler de matrice de passage, il faut déjà montrer que B est bien une base de l'espace vectoriel R3. C'est déjà la première chose à démontrer. Alors ça ne va pas être très compliqué. On va appliquer les théorèmes de la dimension finie, qui sont très efficaces, puisque on peut déjà constater que le nombre de vecteurs, alors attention à ne pas parler de dimension, ça n'a rien à voir avec une dimension. La dimension s'applique à des sous-espaces vectoriels ou à des espaces vectoriels, pas à des familles de vecteurs. Donc là, le nombre de vecteurs de cette famille de vecteurs, c'est 3. Et la dimension de R3, surtout par pitié, ne confondez pas les deux, ça n'a rien à voir. Donc le nombre de vecteurs que l'on trouve dans la famille R3, c'est 3. La dimension de R3, c'est 3. Donc on a vu que la famille B est une base de R3, si et seulement si elle est libre. Donc base de R3, si et seulement si B est une famille qui est libre. Donc on va montrer la liberté de cette famille, on va se donner 3 scalaires alpha, bêta, gamma, parce que là je ne peux pas parler de proportionnalité, j'ai 3 vecteurs. Donc là on est obligé de revenir à la définition. Bientôt on aura un outil qui va nous permettre de faire ça en une ligne, le déterminant, mais pour l'instant on se conforme à de toute façon ce qu'il faudra faire dans certains cas, revenir à la définition. Donc soit alpha, bêta, gamma, 3 réels, des réels tels que alpha u plus bêta v plus gamma w est égal au vecteur nul ici de R3. Alors on va étudier cette égalité qui a lieu dans R3. L'égalité dans R3, c'est l'égalité des composantes. Donc on va chercher quelles sont les composantes de ce vecteur dans la base canonique. Donc ces composantes, c'est alpha plus bêta plus gamma. La deuxième composante, ça va être juste bêta plus gamma. Et la dernière composante, ça va être gamma. Et ça, c'est égal à 0, 0, 0. Donc si on a cette relation-là, on a donc cette relation-là. Donc on récupère directement que gamma est nul. On récupère que bêta plus gamma est nul, donc que bêta est nul. Et que alpha plus bêta plus gamma est nul, donc que alpha est nul. On a bien prouvé que si on a une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, alors les 3 scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. On vient de démontrer que la famille B est une famille libre, et en raison du nombre d'éléments de cette famille et de la dimension de l'espace dans laquelle elle se trouve, c'est une base de R3. Donc là, ça a un sens de parler de la matrice de passage de la base C vers la base B, de la base B vers la base C. Alors, on va regarder la base qu'on est capable d'écrire, enfin la matrice de passage, pardon, qu'on est capable d'écrire sans calcul. C'est clairement cette base, cette matrice de passage-là, puisque cette matrice de passage, elle nous dit quoi? Elle nous dit il faut simplement écrire quelles sont les coordonnées de la base B qu'on exprime dans la base canonique. Donc la base B, c'est la base U, V, W, cette base-là, qu'on va exprimer dans la base canonique de R3, la base E1, E2, E3. Donc la base de l'espace de départ. Voilà, ça ne va pas être bien compliqué, puisqu'on a directement les informations.
effectivement, le vecteur, comme on vous donne le triplet de ses coordonnées, il est directement exprimé dans la base canonique, hein. Donc il va s'écrire comme 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Voilà comment il se décompose dans la base canonique. Base canonique, parce que ce qu'on lit ici, ce sont les coordonnées de ce vecteur dans cette base. Donc la première colonne va être très très simple. La deuxième colonne, elle est donnée par la décomposition dans la base canonique du vecteur V, qui est 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 0 fois E3, qui va donc nous donner cette décomposition. Et pour le vecteur W, on récupère 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3, 1, 1, 1. Donc voilà, par définition, la matrice de passage de la base C vers la base B. Attention à la disposition des vecteurs. Alors c'est maintenant, on nous demande la matrice de passage de, cette fois-ci, la base B vers la base C. Alors on voit que là, on ne peut pas la déterminer directement, simplement en regardant les coordonnées des différents vecteurs, hein, puisque là, attention, les vecteurs qui sont passés en ligne doivent s'écrire en colonne, et les vecteurs qui sont en colonne doivent s'écrire en ligne. Donc on voit que l'enjeu pour écrire cette matrice de passage, l'enjeu, ça serait de faire quoi? Ça serait d'exprimer les vecteurs E1, E2, E3 en fonction de UVW. Ça paraît pas très compliqué dans l'exemple que j'ai donné, puisqu'on a déjà l'expression de E1 en fonction de U, et le reste va suivre assez facilement, puisque vous voyez que comme le vecteur V, c'est le vecteur E1 plus E2, vous pouvez exprimer E2 en fonction de U et de V, simplement en retranchant à ce vecteur le vecteur qui est ici. Donc vous allez récupérer simplement V moins U. Et pour le vecteur W, qui est égal à E1 plus E2 plus E3, eh bien vous l'obtenez simplement, le vecteur E3, pardon, vous l'obtenez simplement en retranchant le vecteur W et le vecteur V. Et vous récupérez le vecteur E3. Donc, là, on vient de décomposer ces vecteurs dans la base UVW. Le vecteur E1, ses coordonnées dans la base UVW, c'est 1, 0, 0. Pour le vecteur E2, ça va être moins 1, 1, 0. Et pour le vecteur E3, ça va être 0, moins 1, 1. Donc voilà la matrice de passage de la base B vers la base C. Donc, tout simplement. Alors, la question qui est posée, c'est effectivement, quand on a deux bases, on peut définir deux matrices de passage. On pourrait légitimement se demander s'il n'y a pas des liens entre ces deux matrices de passage. Et comment je pourrais déterminer l'une à partir de l'autre, puisque là, on a été obligé de reformuler ces calculs. Bien, on peut s'apercevoir que si vous multipliez cette matrice-là et cette matrice-là, ou cette matrice-là et cette matrice-là d'ailleurs, parce qu'on va voir qu'elles commutent ces deux matrices, vous allez récupérer l'identité. Ce qui veut donc dire que, faites le calcul, hein, ce qui veut donc dire que les deux matrices qui sont ici, elles sont inverses l'une de l'autre. Ce qui nous permet de penser que quand on permute les bases, on est en train d'inverser une matrice. Et ce qui va nous pousser à regarder si cette matrice-là n'est pas par hasard une matrice inversible, bien sûr. Alors la deuxième partie de notre exercice, comme on peut voir le deuxième exemple d'application, on travaille cette fois-ci dans R3 de X pour varier un peu, et on note C la base canonique, et on considère cette famille de 4 vecteurs hein, que j'ai noté B, et on nous demande de calculer ces deux matrices de passage. Alors bien évidemment, il va falloir déjà visualiser, démontrer que la famille B est une base de R3 de X pour donner du sens aux matrices de passage, puisque les matrices de passage s'expriment uniquement quand les familles sont des bases, hein, attention. C'est clairement stipulé et écrit dans la définition. Bon, alors on va déjà démontrer que cette famille est une base de R3 de X. Pour montrer que cette famille est une base de R3 de X, comme on connaît la dimension de R3 de X, on va tout de suite regarder si ça colle au niveau du nombre de vecteurs de la famille. Ici, cette famille est composée de 4 vecteurs. Donc, le nombre de vecteurs de la famille B, c'est bien égal à la dimension de R3 de X, dimension qui vaut 4. Donc la question qui suit, c'est est-ce que cette famille est une famille libre? Ici, c'est pas très compliqué puisque les degrés des polynômes sont échelonnés. Degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Donc la famille B est
à degré échelonné et entier. Il n'y a pas le polynôme nul. Hein. On en déduit donc que comme elle a le bon nombre de vecteurs et à degré échelonné, elle est libre. Les deux propriétés qui sont ici et les théorèmes de la dimension finie nous permettent donc de démontrer que B est une base de l'espace vectoriel R3 de X. Ce qui nous permet de donner corps déjà à ces deux matrices de passage. Elles ont du sens puisqu'on peut passer d'une base à une base en utilisant la définition de matrice de passage. Alors, sur ces deux matrices de passage, il y en a évidemment une qui va être plus facile à récupérer. Alors, je vous laisse 10 secondes pour trouver laquelle c'est. Vous allez trouver que c'est la deuxième, hein, évidemment. Puisque si j'écris la définition nous raconte que pour pouvoir obtenir cette matrice, il suffit d'exprimer les vecteurs de B dans la base canonique. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. On sait toujours exprimer assez facilement les vecteurs polynômes dans la base canonique. Il suffit de calculer les coordonnées de ces vecteurs. Donc ces 4 vecteurs, je vais les appeler P0, P1, P2, P3. Et donc exprimer cette base-là, c'est calculer les coordonnées de P0, P1, P2, P3 dans la base canonique 1, X, X2, X3. Alors pour le premier, on va récupérer tout naturellement 2, 0, 0, 0. Le deuxième vecteur, c'est coordonnées selon la constante C2, puis 1, puis 0, puis 0. P2, il faut développer l'expression. Quand on développe, on va récupérer moins 2, puis ensuite plus x carré, et 0. Et enfin, le petit dernier, on va récupérer 0, 4, 0, 1. Alors vous voyez que quand la famille a des degrés échelonnés, on remarque que la matrice de passage est une matrice qui est triangulaire supérieure. Voilà. Et ses coefficients diagonaux sont non nuls. Donc cette matrice, on constate qu'elle est inversible. Donc ça commence à venir, hein, les différentes propriétés qu'on va avoir sur les matrices de passage. Alors, maintenant, on va calculer la matrice de la base B vers la base C. Donc là, il va y avoir un petit peu plus de calcul probablement, puisqu'il s'agit d'exprimer 1, x, x2, x3, mais attention, dans la famille P0, P1, P2, P3. Quelles sont les coordonnées de ces trois vecteurs dans cette famille? Alors, on va réfléchir à comment faire. Évidemment, on aura des moyens bien plus forts après, mais pour l'instant, on bricole. Alors, pour bricoler, je vais déjà me servir de ces relations, hein, en notant correctement les différents polynômes. Nous ce qu'on veut exprimer, c'est le polynôme 1 ici, en fonction de P0, puisqu'ils sont tous les deux de degré 0 a priori, donc il va y avoir un lien entre les deux. Donc on s'aperçoit en fait que 1 s'écrit tout simplement comme 1 demi de P0. Donc les coordonnées de cette matrice, pour l'instant pour ce premier vecteur-là, ça s'écrit comme ça. Ensuite, pour le vecteur x, je dois l'écrire comme combinaison linéaire de ces deux polynômes. Alors ça, c'est pas très compliqué, puisqu'on va tout de suite voir qu'il s'agit de P1 moins P0, puisqu'il suffit simplement d'éliminer le 2. Donc les différentes coordonnées vont donner ceci. Ensuite, il faut exprimer le vecteur x carré en fonction de P2, P1, P0. Il est fort peu probable que celui-là intervienne pour des raisons de degré. Alors, pour ça, il va peut-être falloir écrire ce que c'est un petit peu plus simplement que le polynôme P2. Le polynôme P2, il est simplement ici. Donc on voit qu'il suffit simplement de jouer avec les degrés. Par exemple, ici, j'ai le terme en x, donc il va falloir que en x carré. Il va falloir que je supprime le terme en x, apparemment. Donc il va falloir que je calcule P2 moins ce qui va me permettre de supprimer le terme en x, moins P1. Donc déjà, si je calcule cette expression, je vais récupérer quoi? Quand je récupère P2 moins P1, P2 c'est x carré plus x moins 2. Quand je lui retire le polynôme P1, il va juste me rester x carré moins 4. Moins 4, pour l'éliminer ce moins 4, il faut que je fasse plus 4, plus 2 P0. Bravo. Et oui, P0 c'est 2, donc il va falloir que j'enlève le 2 qui est ici.
Pour enlever le 2, il suffit de multiplier par 2P0. Donc les coordonnées de mon polynôme, ça va être ici 2, moins 1, 1. Alors vous pouvez faire le calcul, hein. Si on fait le calcul, on va bien retomber sur x carré, puisqu'ici vous avez x carré plus x moins 2, moins le polynôme P1 moins x moins 2, plus 2 fois le polynôme P2, plus 4. C'est bien arrangé pour que les x s'éliminent, les coefficients constants s'éliminent, on récupère bien le polynôme x carré. Alors ensuite, pour le polynôme x3, comment je vais l'écrire? Alors là, je vais un peu mieux décomposer. Le polynôme x3, je vais évidemment me servir du seul terme qui est de degré 3, c'est le polynôme P3. Donc là, je vais écrire le polynôme P3 comme ça en toutes lettres, mais il s'agit bien du polynôme P3. Ensuite, je dois éliminer 4x. Pour éliminer 4x sans toucher au degré 2, je vais utiliser le polynôme P1. Je vais dire ça va faire moins 4 fois le polynôme P1. Le polynôme P1, c'est donc x plus 2. Donc là, j'ai bien tué le 4x et j'ai rajouté un coefficient constant, en l'occurrence moins 8, que je vais pouvoir supprimer avec 4 fois le polynôme P0. Et là, vous pouvez bien regarder, ce que vous obtenez, c'est donc P3, moins 4 P1, plus 4 P0. On a bien vu que quand on calcule les coordonnées de ce polynôme, on obtient juste le polynôme x cube. Donc ici, on va récupérer comme coordonnées 4, c'est la composante de P0, moins 4, c'est la composante de P1, la composante en P2 est nulle, et la composante de P3, ça fait 1. Donc on a bien récupéré la matrice de passage ici. On a constaté que l'échelonnement des degrés nous a bien aidé pour bricoler et pour récupérer la dite matrice de passage. Là encore, vous pouvez vérifier que les deux sont bien inverses l'une de l'autre. Il suffit de multiplier celle-ci par celle-ci pour le constater. Bon, évidemment, tout ça, c'est du bricolage. Voilà, ce bricolage, il est bien nécessaire au début pour prendre la main sur les différentes notations et pour faire déjà des premières constatations. Maintenant, il va falloir passer du stade d'amateur au stade de professionnel, c'est-à-dire quelles sont les propriétés de ces matrices de passage qui vont me permettre d'arrêter de bricoler et de voir définitivement les liens qui peuvent exister entre ces deux matrices. Alors la bonne idée, je vais déjà la détailler déjà comme ça, et après on va la formaliser de façon beaucoup plus propre. Mais l'idée, ça serait de se dire, j'ai établi quand même énormément de propriétés pour ce qui concerne les matrices d'application linéaire, notamment les compositions, les combinaisons linéaires, la multiplication par les scalaires. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise fort bien. Alors l'idée, c'est de se dire, pourquoi on n'utiliserait pas cette idée-là? Pourquoi on n'essaierait pas d'exploiter cette idée-là pour pouvoir déjà utiliser toutes les relations qu'on a démontrées dans notre cours? Ça serait formidable. Vous allez me dire, mais le problème, c'est que c'est bien gentil, mais il faudrait que j'arrive à voir cette matrice comme la matrice d'une application linéaire. Comment faire pour l'avoir comme la matrice d'une application linéaire, mais à moindre frais, évidemment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la révolution. Eh bien, on ne va rien révolutionner, on va dire que cette matrice-là, c'est la matrice des vecteurs de B' que l'on exprime dans la base B. Comment je peux voir ça comme la matrice d'une application linéaire, sans changer les vecteurs qui sont ici? Eh bien, évidemment, on va utiliser l'application qui ne change rien. Comment je peux conserver exactement le vecteur E1' ici? En lui appliquant l'application identité de l'espace dans lequel il vit, c'est-à-dire l'identité de E. Là, je vais aussi lui appliquer l'identité de E. Et là, je vais aussi lui appliquer l'identité de E. Concrètement, est-ce que j'ai changé quelque chose à la matrice? Absolument rien. C'est toujours à la matrice de E1', E2', etc., En' dans la base E1, E2, En. Mais par ce biais-là, ça devient quoi? Regardons. La matrice de passage de la base B vers la base B' devient quoi? Eh bien, ça devient la matrice d'une application linéaire. De quelle application linéaire on parle? De l'application identité de E. Ah, mais attention, la matrice de l'identité quand je place des bases différentes au départ et à l'arrivée. Quelle va être la base de départ? Quelle va être la base d'arrivée? Par définition, la matrice d'une application linéaire, c'est mettre en colonne l'image des vecteurs de la base choisie au départ. Donc la base qui est choisie au départ, c'est E1', E2', En'. Voilà la base de l'espace de départ. Et la base de l'espace d'arrivée, c'est la base que l'on indique ici. C'est la famille dans laquelle on décompose les images. C'est donc la base B. Ce qui veut donc dire qu'une matrice de passage, en fait, c'est la matrice d'une application linéaire.
de l'identité. Alors là, on se dit, mais l'identité, sa matrice, c'est la matrice identité. Ah non, la matrice de l'identité 2, c'est la matrice identité quand je place la même base au départ et à l'arrivée. Alors que là, l'espace vectoriel de départ sera pourvu de la base B' et l'espace vectoriel d'arrivée sera pourvu de la base B. Et on vient de voir que lorsqu'on ne place pas la même base au départ et à l'arrivée, eh bien dans ce cas-là, la matrice qu'on obtient est une matrice qui n'est pas du tout l'identité, c'est une matrice de passage. C'est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Par contre, on voit tout de suite que si on place la même base au départ et à l'arrivée, eh bien la matrice qu'on va récupérer, c'est la matrice avec que des 1 sur la diagonale. Il suffit de regarder la définition. Donc là, on vient de voir deux choses qui ne sont pas inintéressantes. La matrice de l'application identité, ça n'est pas toujours l'identité. C'est l'identité quand on la voit comme un endomorphisme, c'est-à-dire en plaçant la même base au départ et à l'arrivée. Par contre, en plaçant des bases différentes au départ et à l'arrivée, j'obtiens une matrice qui n'est pas la matrice identité et qui correspond trait pour trait à la matrice de passage de la base B vers la base B'. Voilà la proposition qu'on vient de démontrer, de justifier simplement en voyant quelque part notre matrice de passage différemment. Alors je vous demande quand même d'être particulièrement vigilant puisque vous voyez que quand on passe de la matrice de passage à la matrice de l'application linéaire, il se passe quelque chose sur l'ordre dans lequel on écrit des bases. L'ordre dans lequel on écrit des bases est différent si je vois ça comme la matrice de l'identité ou comme une matrice de passage. Donc soyez extrêmement vigilants. Et encore une fois, ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là, c'est les définitions, les définitions, les définitions. Évidemment, si vous ne connaissez pas votre définition, alors là, vous allez vous tromper, vous allez vous inverser l'ordre dans lequel vous prenez les différents éléments. Donc il faut une fois pour toutes parfaitement maîtriser les différentes définitions des concepts que l'on a l'habitude de manipuler dans les matrices. Alors on va voir que cette proposition 18, cette nouvelle façon de voir les matrices de passage, va nous permettre de démontrer un théorème qui va permettre de placer, de graver dans le marbre toutes les remarques qu'on a faites tout à l'heure concernant les matrices de passage. On peut donc maintenant citer le théorème numéro 19 qui va nous permettre de justement établir toutes les propriétés qu'on a pu remarquer sur des exemples. Donc, démonstration. Et on va faire cette démonstration tranquillement et on va justement utiliser tous les résultats de notre cours sur les matrices d'application linéaire. Alors, pour commencer, la matrice de passage de la base B vers la base B, c'est la matrice identité. Alors, ça, je peux le faire de 10 000 façons, mais le mieux, c'est d'utiliser la définition. C'est quoi la matrice de passage de la base B vers la base B? Eh bien, si je note E1, E2, En, cette base B, donc E1, E2, En, et si j'applique cette définition, là, il n'y a presque pas besoin de code couleur. Ce que je fais, c'est que j'écris les coordonnées de la base B, cette base-là, la base d'arrivée, dans la base de départ, qui est cette même base B. Donc on n'a plus qu'à remplir la matrice avec les coordonnées. Il y a le vecteur E1, ses coordonnées c'est 1 puis que des 0. Et ensuite c'est 0, 1 puis que des 0. Et on continue comme ça jusqu'à la dernière colonne où on obtient 0, 0. Et en dernière composante 1, 1. Donc vous récupérez bien que lorsqu'on met la même base au départ et à l'arrivée, la matrice de passage de l'une vers l'autre, c'est l'identité. Alors vous pouvez aussi bien l'écrire comme ça, qu'en utilisant le fait que la matrice de l'identité vue comme un endomorphisme de E, eh bien c'est la matrice identité. Donc on retrouve le fait que ceci, c'est la matrice de l'application identité, mais vue comme un endomorphisme, c'est-à-dire lorsque l'on place la même base au départ et à l'arrivée. Alors pour le second point, la partie qui est ici, je vais, pour le voir, pour gérer ce produit matriciel, là par contre, je vais utiliser les matrices de passage comme des matrices d'application linéaire. Je parle bien d'application linéaire. Alors si j'applique la propriété qui est ici,
la première matrice, je vais la visionner comme, ouais, décidément j'ai du mal à écrire matrice, matrice dans la base B' et dans la base B de l'application identité de E, fois la matrice de passage de la base B seconde vers la base B' de l'application identité de E. Voilà, c'est comme ça qu'on l'écrit simplement à l'aide de la proposition numéro 18. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie ces deux matrices-là? Eh bien, ça revient normalement à composer les applications linéaires. Alors là, vous allez me dire, mais est-ce que ça se passe bien pour la composition? Alors, on va voir que oui, ça se passe bien, puisque la première application que je vais composer, c'est l'application qui est là, que je vais indiquer ici en rouge. Donc, cette identité de E, elle est définie sur quel espace? L'espace vectoriel de départ, ici, c'est E avec la base B'. Donc là, c'est E avec la base, pardon, B seconde. Et elle est à valeur dans E lorsqu'on le munit de la base B'. Et la deuxième application qu'on va utiliser, cette application-là, c'est toujours l'identité de E. Donc, elle va nous transférer dans l'espace vectoriel E, mais pourvu de quelle base? La base qu'on choisit à l'arrivée, c'est la base B. Donc, quand on écrit cette composition, l'application qu'on obtient ici, quand on compose, eh bien, c'est la composée de deux identités. Donc, la première qu'on va appliquer dans la composition ici, c'est elle qui va déjà s'appliquer à un vecteur. Puis, on va enchaîner avec l'identité de E qui est ici. Donc, on s'aperçoit qu'on est bien dans la bonne composition. Donc, la matrice que je vais récupérer, la composition de ces deux identités, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'identité, hein, puisque l'identité de E vert rond l'identité de E rouge, ça reste la composition de l'identité avec elle-même. Donc ça fait l'identité par définition de l'identité. Donc là, qu'est-ce qu'on va récupérer comme matrice? J'écris le terme en dessous. Je vais récupérer donc la matrice de l'application identité. Mais avec quelle base au départ et quelle base à l'arrivée? La base de l'espace vectoriel de départ, ici, c'est B seconde. Et la base de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est B. Donc on vient de démontrer que le produit de la matrice de passage de la base B vers la base B' par la matrice de passage de la base B' vers la base seconde, c'est la matrice de l'identité de B seconde vers B. Sauf que la matrice de l'identité de B seconde vers B, par définition d'une matrice de passage, c'est la matrice de passage de B vers la base B seconde, en vertu de la propriété 18. Donc la proposition 18, je l'utilise pour me transférer dans les applications linéaires, et puis pour revenir ensuite aux matrices de passage. En tout cas, on a bien réussi à démontrer cette relation sur les matrices de passage. Alors cette relation, c'est le point essentiel, puisqu'elle me permet de passer d'une base à l'autre. Donc je vais enfin pouvoir démontrer que ces matrices de passage sont bel et bien inversibles, et elles sont liées par cette relation. Tout simplement pourquoi? Si j'applique la relation qui est là avec la base B', et que je fais le passage de la base B', je ne vais pas aller vers B seconde, je vais aller vers B. Là, ce que je vais récupérer, en appliquant cette relation, c'est la matrice de passage de la base B vers la base B. Mais la matrice de passage de la base B vers la base B, quand on a la même base, c'est la matrice identité. Donc on vient bien de démontrer que le produit de ces deux matrices est égal à l'identité. Donc rappelez-vous, pour les matrices, on a juste besoin de dire que AB est égal à identité pour qu'elles soient toutes les deux inversibles. Donc je récupère que la matrice de passage de la base B vers la base B' est donc bien une matrice inversible. On n'a besoin que d'un sens pour les matrices, comme pour les applications linéaires en dimension finie quand elles sont bijectives. Ça, c'était un des derniers résultats qu'on avait démontré sur la dimension finie. Et en plus, l'inverse de cette matrice, eh bien, c'est la matrice de passage de la base B' vers la base B. Donc là, on a vu que le fait de voir les matrices de passage comme des matrices d'application linéaire nous a permis d'utiliser tout ce qu'on avait vu sur les applications linéaires pour récupérer des propriétés qui sont plutôt efficaces. Alors passons à l'exercice numéro 11 qui va nous permettre de développer ce qu'on a dit juste dans le théorème numéro 19. Donc on se place dans R2, le plan R2, muni de visiblement sa base canonique, en tout cas c'est ce que je dis un petit peu plus tard dans l'exercice, même si je ne l'ai pas écrit.
On se donne deux vecteurs de R2, le vecteur de coordonnées 1, 1 et le vecteur de coordonnées 1, moins 1. On vous demande de justifier que cette famille est une base de R2, puis de calculer la matrice de passage de la base B vers la base C. Alors, on va voir cet exercice, hein. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Pour la première question, par contre, il n'y a pas 36 choses à dire. Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que les deux vecteurs ici sont clairement non collinaires. Donc je peux déjà dire que la famille UV est une famille libre, puisque là, je n'ai que deux vecteurs. Les deux vecteurs sont non collinaires. Donc là, on peut s'en sortir assez facilement pour la liberté. Et si je maîtrise la liberté, eh bien, si le nombre de vecteurs de cette famille correspond à la dimension de l'espace vectoriel, on a gagné. Or, le nombre de ce vecteur de la famille qui est là, c'est 2. La dimension de l'espace vectoriel, c'est 2. Donc, la conjonction de ces deux propriétés permet de dire que B est bien une base de R2. Donc, la première question, elle se fait directement oralement. Alors, ensuite, on me demande la matrice de passage de la base B vers la base C. Donc, déjà, je vais écrire ce que raconte la définition. Donc la définition, attention à l'ordre dans lequel on écrit les bases. Si j'appelle E1, E2 la base canonique, on sait que c'est les vecteurs de cette base-là que je dois exprimer dans cette base-là. Dans la base UV. Alors on se dit, ah bah c'est dommage qu'on ne nous ait pas demandé la matrice de passage de la base C vers la base B. C'est vraiment dommage. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage parce que la matrice de passage de la base C vers la base B, elle, on la connaît. On la connaît puisque l'énoncé nous donne les vecteurs UV, leur expression, dans la base canonique. Puisque la base canonique, ça correspond aux coordonnées des couples qui sont donnés dans l'énoncé. Donc cette matrice de passage, effectivement, elle est parfaitement connue, puisque cette matrice de passage, c'est 1, 1 pour les coordonnées du vecteur U dans cette base, 1, moins 1 pour les coordonnées du vecteur V dans cette base, puisque V, c'est E1 moins E2. Donc on se dit, c'est quand même dommage, parce que cette matrice-là, je la connais. Ah ben, du coup, on sait que la matrice qui est là, ça va être l'inverse de la matrice qui est là. Or, rappelez-vous, pour les matrices de 2, on a une condition nécessaire et suffisante pour que les matrices soient inversibles et inverses l'une de l'autre. Donc si je considère cette matrice-là, eh bien, on sait que cette matrice est inversible à la condition nécessaire et suffisante que son déterminant, chose qu'on va bientôt étendre, est différent de 0. Donc on avait vu cette condition nécessaire et suffisante, et on avait même vu qu'une fois que cette condition est réalisée, l'inverse de la matrice, c'est 1 sur le déterminant, AD moins BC, multiplié par la matrice, obtenue en permutant les termes diagonaux et changeant le signe des termes qui étaient de part et d'autre de la diagonale. Donc par conséquent ici, pour trouver la matrice qui est là, il suffit que je calcule l'inverse de cette matrice. Or, le déterminant de cette matrice, c'est 1 fois moins 1, c'est donc moins 2. Donc a priori, il va falloir multiplier cette expression-là par moins 1 demi. Donc c'est parti. On va déjà permuter les deux termes qui sont ici. Donc le moins 1 qui est ici va passer au-dessus et il va être multiplié par moins 1 demi. Donc pour devenir 1 demi. Et le terme qui est là, lui, va passer ici et multiplié par moins 1 demi, va devenir moins 1 demi. Puis qu'est-ce qu'on fait? On change le signe des termes qui sont ici et on les multiplie par moins 1 demi. Donc ils vont passer à moins 1 multiplié par moins 1 demi. Ils vont donc passer à 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc voici la matrice de passage de la base canonique vers la base B vers la base canonique. Alors évidemment, vous allez me dire, mais ici, on pouvait procéder autrement. Regardez, si je considère le vecteur U il s'écrit E1 plus E2. Le vecteur V, il va s'écrire E1 moins E2. Donc on pouvait évidemment procéder autrement en disant, il suffit que j'exprime le vecteur E1 en fonction du vecteur E2 et le vecteur E2 en fonction du vecteur E1.
Bah, on voit effectivement qu'en additionnant par exemple 1 et 2, on va récupérer que 2E1 c'est U plus V, et donc E1 c'est 1 demi de U plus 1 demi de V. On voit bien que ici, E1 est 1 demi de U plus 1 demi de V. Et si on calcule par exemple 1 moins 2, alors cette fois-ci on va récupérer que 2 fois le vecteur E2 c'est le vecteur U moins V, et donc E2 c'est 1 demi de U moins 1 demi de V. On récupère bien ces coordonnées-là. Donc on voit que dans des petites matrices comme ça, ou quand les bases sont pas très compliquées, c'est parfois plus rapide de récupérer la matrice de passage en regardant les arguments sur les vecteurs, les combinaisons sur les vecteurs. Mais faites attention quand même, si votre matrice de passage elle a des coefficients compliqués, la plupart du temps c'est plus facile de calculer l'inverse à la main en utilisant les techniques habituelles de calcul de l'inverse, résolution d'un système, méthode de Gauss ou ce genre de choses. Donc attention, il faut mesurer évidemment selon les conditions dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes capable de calculer efficacement l'inverse, là quand même c'est hyper efficace de calculer l'inverse, ou si vous êtes capable de renverser les conditions de dépendance entre les vecteurs des différentes familles. Ça, c'est évidemment à nous de sonder le contexte pour voir ce qui est le plus avantageux dans la situation qu'on rencontre. Alors si je prends ce qui m'intéresse pour l'instant dans le théorème numéro 19, c'est qu'on a démontré que les matrices de passage étaient des matrices inversibles et que leurs inverses étaient elles aussi des matrices de passage. Mais on a envie de se poser quand même cette question. Est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire, est-ce qu'une matrice inversible, je peux la voir comme une matrice de passage? On a vu tout l'intérêt qu'on peut avoir à faire ce qu'on appelle une transposition didactique, c'est-à-dire avoir un objet différemment. Donc là, une matrice inversible, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à l'avoir comme une matrice de passage? On pourrait vraiment avoir intérêt à faire ça. Alors c'est la question de la réciproque. Alors, on se dit, ouais, mais le problème c'est que quand vous vous donnez une matrice c'est un tableau avec des nombres. Pour pouvoir l'avoir comme une matrice de passage, il faudrait un espace vectoriel et puis des bases. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'espace vectoriel dans lequel je vais me placer. Donc la question qui va se poser quand on va justement voir si les matrices de passage, enfin les matrices inversibles, pardon, sont des matrices de passage, il va falloir fixer le cadre, c'est-à-dire fixer l'espace vectoriel dans lequel on va se placer, et voir comment on va pouvoir avoir le choix sur les différentes bases qu'on peut mettre en place. Ça, c'est l'objectif de la proposition 20. Donc je me donne une matrice inversible, donc qui est un tableau de nombres, et je me pose la question, est-ce que cette matrice, je peux l'avoir comme une matrice de passage? Alors pour ça, il nous faudrait un espace vectoriel de dimension n, puisque je vous rappelle que si c'est une matrice de passage, les bases vont correspondre au nombre de lignes et au nombre de colonnes, donc l'espace considéré sera de dimension n. Alors, est-ce que j'ai le choix de l'espace vectoriel dans lequel je vais me placer? La réponse est oui. Ça fait partie des choses que je vais pouvoir fixer. Donc je vais me dire, ok, je prends une matrice inversible et je me donne E, un K espace vectoriel quelconque. Attention quand même, il y a une petite condition, quelconque, mais quand même de dimension n. Mais par contre, ça peut être n'importe quel espace vectoriel de dimension n. Donc je me donne une matrice inversible et un espace vectoriel quelconque de E. Et je vais me fixer une base B, soit B, une base de l'espace vectoriel E. Donc je me donne un espace vectoriel de dimension n et une base quelconque de E. Ça, c'est ce que je me fixe. C'est le cadre dans lequel je me fixe. Eh bien, j'affirme que ce cadre étant fixé, il existe. Oh, propriété d'existence. Une unique propriété d'existence et d'unicité. Donc il existe une unique base B' de E telle que eh bien, la matrice P, qui est inversible ici, soit la matrice de passage de la base B vers la base P'. Alors là, on se dit, c'est quand même plutôt génial, je pèse mes mots, comme résultat. Pourquoi? Parce que ce résultat atteste que effectivement les matrices inversibles sont des matrices de passage. Donc déjà, ça, c'était pas si évident.
Ben, ça l'est, maintenant. Les matrices inversibles sont des matrices de passage. Et en plus, j'ai le choix de l'espace vectoriel de dimension n dans lequel ça se passe, et j'ai le choix d'une des bases. Cet espace vectoriel étant choisi et la base de départ, si j'ose dire, étant choisie, eh bien, il y a une seule base qui va correspondre à la matrice, enfin, au fait que cette matrice est la matrice de passage de la base B vers la base B'. Donc on a deux paramètres qu'on pourra choisir à notre guise, et ces deux paramètres étant choisis, alors par contre le troisième sera donc automatiquement fixé. Alors la question de l'unicité est une question qui n'est pas immensément difficile. Pourquoi? Parce qu'on a les mains liées par le cadre qui a été défini ici. Je m'explique. Ma matrice de passage, P, donc qui est une matrice inversible, donc ses coefficients, c'est P11, Pn1, P1n, Pnn, voilà les coefficients de ma matrice. Donc ces coefficients-là étant donnés, à partir du moment où j'ai fixé la base B, alors je vous rappelle que la base B, quand je veux écrire ça comme la matrice de passage de la base B vers la base B', les B', les primes sont nécessairement les vecteurs qu'on met a priori en colonne, et donc les autres, c'est les vecteurs que je mets en ligne. Donc voilà ma base B qui est ici. Je m'aperçois que à partir du moment où j'ai fixé l'espace vectoriel et la base dans laquelle ça allait se passer, je n'ai absolument pas le choix pour les vecteurs de la base, enfin, de ce qui serait la base B'. J'ai pas le choix. Donc on a nécessairement que E1' est égal à P11, E1 plus etc. jusqu'à Pn1 En, etc. jusqu'à En' soit égal à Pn1 E1 plus etc. Pnn En. Donc on voit que les vecteurs qui vont constituer B' sont de toute façon fixés par la définition de ma matrice de passage. Donc sur cette famille-là, je n'ai pas le choix. Cette famille de vecteurs, si je veux que ça corresponde à cette matrice de passage, j'ai nécessairement cette correspondance. Donc déjà, il y a une seule famille de vecteurs B' qui peut convenir. Bon, ça c'est fait. Par contre, pour que ça devienne effectivement, que ça prenne le statut de matrice de passage, pour l'instant j'ai juste la matrice d'une famille de vecteurs exprimée dans une base, il faut encore que cette famille-là soit une base. Donc si j'arrive à démontrer que c'est une base, alors dans ce cas-là, on aura bien démontré l'unicité et l'existence d'une telle base B'. Donc la seule question qui reste à poser, c'est B' est-elle une base de l'espace vectoriel E sur lequel on se place? Alors pour ça, je vais faire venir à la rescousse les théorèmes qu'on a vus sur les matrices d'application linéaire. Nous, ce que l'on sait à ce stade, c'est que l'on peut trouver un isomorphisme entre l'ensemble des endomorphismes de E et l'ensemble des matrices n' n colonnes à coefficient dans K. On sait qu'on peut passer de l'un à l'autre assez facilement, simplement en associant à notre application linéaire A, notre endomorphisme A, sa matrice dans une base donnée. Donc je sais que cette application-là est un isomorphisme entre L de E et Mn de K. Mieux, on a démontré que si on restreint cette application aux automorphismes de E, on récupère une application bijective entre l'ensemble des automorphismes de E et l'ensemble des matrices inversibles. Donc je me dis, moi, je pourrais peut-être utiliser cet isomorphisme entre les matrices inversibles et les automorphismes en disant, la matrice qui est là, cette matrice P inversible, je peux l'avoir dans cet ensemble-là. Et considérer son unique antécédent par l'application matrice dans la base B. Donc j'affirme, ça c'est du solide, qu'il existe une unique application linéaire bijective de E dans E, donc un unique automorphisme de E, tel que la matrice dans la base B de l'application A, ce soit la matrice P qui est ici.
Du coup, si je regarde ce que devient la matrice P, la matrice P devient quoi? Elle devient la matrice des vecteurs A de E1, A de En dans la base E1, etc. En. Ce qui veut donc dire que la base B', j'ai réussi à l'avoir sous quelle forme cette base B'? J'ai réussi à l'avoir sous une autre forme. La famille des vecteurs qui est ici, j'ai réussi à l'avoir comme A de E1, etc. jusqu'à A de En. Alors, est-ce que sous cette forme-là, il apparaît clairement que c'est une base de l'espace vectoriel E, puisque je la vois comme A de B, où B, c'est la base de départ? Ben, la réponse est oui, puisqu'on a vu qu'une application linéaire bijective transforme une base de E en une base de E. Donc comme A est un automorphisme de E, comme B est une base de E, on récupère que B' sera a priori une base de l'espace vectoriel E. Donc on vient, en utilisant une nouvelle fois une autre façon de voir les objets, on vient de voir que la famille des vecteurs colonnes, si je l'interprète comme l'image d'une base par un automorphisme, eh bien c'est bien une base de notre espace vectoriel. On a utilisé ici un isomorphisme qui nous permet de passer des matrices NN à des endomorphismes en utilisant le cas spécial du groupe linéaire et du groupe des automorphismes de E.